en vacances au volant. C'est du plaisir. Faire 300-400 bornes, on est toujours content, on se dit pas enfin. C'est simple, c'est sans souci, ça marche. C'est pas une voiture, c'est pas un objet, ça fait vraiment partie de la famille. C'est une voiture qui éveille les sens, parce que vous avez le bruit du moteur, l'odeur, le toucher, et puis la vue. Quand on voit tout ce qu'elle a pu donner, ce qu'elle a pu faire, c'est vraiment une grande voiture, malgré sa taille. Pour moi, c'est un petit cocon à la fois décalé et cosy, dans lequel on se sent vraiment bien. Demander à un Japonais ce qu'il prend en photo, c'est une 2 chevaux sous la Tour Eiffel. Mais son grand atout, c'est que c'était une voiture extraordinaire. C'était l'inventeur de la 4x4, ça passait partout. Elle donne le sourire aux gens, elle distribue du bonheur autour d'elle. Les adultes, les gens, ça leur rend le sourire. Alors moi, ça m'en met plein le cœur aussi, donc je suis heureuse avec cette voiture. Et c'est amusant, c'est que la 2 chevaux doit son apparition à la rencontre d'un artiste peintre diplômé des Beaux-Arts et réputé sur la place de Paris qui est Édouard Michelin, d'un polytechnicien qui est André Michelin et d'un architecte qui est Pierre Boulanger, qui a priori n'avait strictement rien à voir là-dedans. La Titine, Dush, Dodoche, Deux Pattes, ces noms nous sont familiers. Depuis plus de 60 ans, la 2 chevaux partage notre quotidien. Elle a conquis le cœur des Français et s'est exportée dans le monde entier. Et pourtant, cette petite voiture n'était en rien vouée à un tel avenir. C'est en Auvergne que l'idée de la 2 chevaux prend sa source, grâce à 2 hommes qui avaient le souci des autres, prémisse sans doute de ce destin exceptionnel. Le fabricant de pneus Michelin siège à Clermont-Ferrand depuis 1889, et toutes ses recherches sont menées dans l'objectif d'améliorer la mobilité des personnes et des biens. En 1922, les frères Michelin, donc Édouard et André, ont cette intuition qu'il existe un marché pour une petite voiture économique à l'achat, économique à l'usage, et cette petite voiture n'existe pas encore. Michelin lance la grande enquête nationale de l'automobile populaire. Aux États-Unis, il y a une auto pour 10 habitants, en France, une par 150. Pourquoi ? Parce que Michelin fait cette première étude sur 10 000 personnes pour savoir un petit peu ce qui pouvait tenter les gens. Quel prix il était prêt à mettre dans une voiture, ce qu'il voulait faire, quelle vitesse il voulait atteindre. Combien de places, quel poids devrait-elle porter, quelle marchandise, quelle est la plus grande vitesse que vous voudriez atteindre sur un terrain plat. Donc des questions vraiment très pratiques, mais qui sont là pour commencer à délimiter un cahier des charges pour une voiture populaire. Dès 1902, Michelin met à disposition de son personnel un service médical gratuit. 1910, c'est la création de la coopérative Michelin, donc là où on pouvait venir faire ses courses d'approvisionnement quotidien, mais aussi acheter vêtements, chaussures, mobilier, etc. Et aussi la création de logements, ce qui a donné naissance à ces fameuses cités Michelin qui ont modelé une partie du paysage urbain. Cette idée de voiture populaire continue à faire son chemin pendant les années 20, pendant les années 30. Et au début des années 30, Michelin va créer un dossier qui s'appelle « Voiture idéale ». Et on voit que ce sont des choses très pratiques. Ce document, par exemple, qui date de décembre 1930, s'appelle « Les défauts dont on ne veut plus ». La pompe à eau qui fuit fréquemment, une tringle desserrée sous le capot, les freins qui sont déréglés, la dynamo qui ne charge plus. Des défauts dont on ne veut plus et que la voiture idéale devra, en principe, supprimer. Cette voiture, elle a une petite histoire, effectivement. Oui, il y a un petit côté affectif, parce que le jeune qui me l'a offert, c'est un ancien élève du lycée agricole dans lequel je travaillais, qui un jour m'a appelé pour me demander si je cherchais une fourgonnette. Or, ces fourgonnettes, petites fourgonnettes en 250 kg, comme vous l'avez marqué derrière, elles sont très rares, parce que ce sont des voitures d'abord qui ont beaucoup travaillé. Donc je suis allé voir cette voiture, qui était une ex-voiture PTT. Et quand je l'ai vue,
Effectivement, elle avait bien un peu souffert. Et je lui ai demandé, vous en voulez combien? Mais il me dit, non, on vous la donne. Parce qu'il dit, voilà, c'est la voiture de mon grand-père. Mon père ne veut pas qu'elle aille à la casse. Et on aimerait la voir rouler. Ça m'émeut un peu d'ailleurs. Emmanuel Morand, je pense, sera content de revoir éventuellement sa voiture rouler. Lorsqu'Édouard Michelin rachète l'entreprise automobile Citroën en 1935, il avait probablement à l'esprit son dossier de voiture idéale. Il tenait enfin l'opportunité de concrétiser ce projet qui lui tenait à cœur. Édouard Michelin a nommé son fils Pierre Michelin à la tête de Citroën et Pierre Boulanger a été nommé comme vice-président du conseil d'administration. Pierre Boulanger, c'est quelqu'un qui rentre chez Michelin au début des années 20 et qui très rapidement va travailler directement aux côtés d'Édouard Michelin. C'est quelqu'un qui est d'abord passionné d'aviation, puisque pendant la Première Guerre mondiale, il a fait une grande partie de la guerre dans le domaine de l'aviation, notamment dans le domaine de la reconnaissance aérienne et de la photographie aérienne. Il a d'ailleurs mis au point un chargeur de 50 vues pour pouvoir prendre des photos du front. Et il a été décoré de la Croix de guerre, médaille militaire et Légion d'honneur pour faits de guerre et blessures. Il s'est retrouvé au ministère de la Guerre et c'est là que Marcel Michelin a dû le chercher en 1919. Il avait l'esprit Michelin et c'est quelqu'un qui a toujours été tourné vers l'avenir et vers l'innovation technique. Alors je ne sais pas s'il y avait un esprit commun, mais il y a en tout cas, et c'est très net, une façon de raisonner, un culte du secret, de la rigueur. C'est pas parce que c'était le patron qu'il avait des passe-droits. Lui aussi s'habillait à la coopérative Michelin. Son feutre gris, sa cravate grise, c'était typique Michelin. On se trouve dans les années 30 à une époque où l'automobile va se démocratiser, où on va chercher à démocratiser les voyages, où on commence aussi à partir en vacances avec les premiers congés payés. En 36-37, Pierre Michelin relance cette enquête qui avait été faite, qui est de devenir la TPV, très petite voiture. Et Pierre Boulanger, qui est un homme plus âgé que Pierre Michelin, va avoir le rôle de l'épauler dans cette mission. Et puis Pierre Michelin disparaît malheureusement dans un accident de la route en fin 1935. Et donc Pierre Boulanger va succéder à Pierre Michelin aux destinées de Citroën. Quand Pierre Boulanger entre chez Michelin en 1919, c'est à Landes, un petit village situé près de Clermont-Ferrand, qu'il achète une propriété pour s'y installer. À l'époque où Pierre Boulanger l'habitait, c'était une propriété style Michelin, c'est-à-dire tout entourée de murs. Et donc c'est en 1996 que la municipalité de Landes a racheté cette propriété pour en faire l'actuelle mairie. Un jour, en traversant le marché de Landes, Pierre Boulanger il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de voiture, mais que des charrettes à cheval. Madame allait sur le marché vendre des produits de sa ferme, donc les légumes, les lapins, les poules. Et pendant ce temps-là, monsieur allait jouer aux cartes ou prendre un café au bistrot du coin. Il trouvait quand même étonnant qu'une journée par semaine, les agriculteurs ne puissent pas travailler. Voilà. Et donc il fallait absolument essayer de trouver une voiture pas très chère. Et de là, il a poussé un peu plus, je dirais, pour que le cahier des charges se boucle concernant la 2 chevaux. Le cahier des charges de la 2 chevaux, c'était simple, c'était pouvoir transporter un tonnelet de vin, 50 kg de pommes de terre, qu'on soit moins de 5 litres au 100 et qu'on puisse en monter à 4. Il fallait une suspension extrêmement souple, puisque il fallait pouvoir traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sans en casser aucun. Qu'elle puisse faire 50 000 km sans qu'on ait à changer la moindre pièce importante, qu'elle coûte moins de 10 francs d'entretien par an. Un véhicule qui soit à la fois léger, économique, robuste, confortable, fiable. Et puis qu'elle soit tellement moche que de toute façon, même si on l'abîme, c'est pas très grave. J'ai un attachement tout à fait particulier avec cette voiture parce que ça a été ma première voiture, puisque mes parents avaient une 2 chevaux et c'est la première voiture que j'ai conduite assez vite. Je suis allé faire le tour de la place de l'Étoile avec, et puis je suis parti en Allemagne pour mes études. Donc voilà. Je vois ma voiture qui ralentit, qui fait tout, tout, tout,
et je tombe, je m'arrête, je freine devant 2 chevaux garés, et c'était un collectionneur allemand qui m'a aidé à réparer la voiture, m'en a prêté une autre pour m'aider, etc. Enfin, donc une occasion de rencontre, et c'est vrai que les gens qui voient cette voiture ont un regard particulier. C'est une voiture unique, c'est la voiture préférée des Français. Elle est emblématique, symbolique, au même titre que la Tour Eiffel, de la baguette de pain, d'une certaine forme d'art de vivre à la française. Dans l'équipe de la conception de la 2 chevaux, on retrouve l'équipe qui a conçu la traction avant. En 1933, Flaminio Bertoni, André Lefebvre ont été embauchés par André Citroën à l'époque pour concevoir la traction. En fait, la 2 chevaux s'appelle au départ la 2 chevaux traction avant de Citroën, et elle vient dans cet esprit de l'esprit de la traction, hein, mais bien sûr une voiture à l'échelle réduite pour pouvoir la populariser. Pierre Boulanger, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à encourager les ingénieurs qui ont travaillé sur le projet TPV à imaginer des solutions même qui paraissaient impossibles à l'époque. Comme l'étude de la carrosserie au début, ils ont testé même la carrosserie avec de la toile cirée. Donc vous voyez qu'il y avait des idées, bon peut-être aujourd'hui on dirait farfelu, mais les phares, bon il y a une personne qui avait essayé de mettre des verres luisants. Les dossiers qui tiennent avec 2 fils de fer. Ouais. C'est style hamac, le hamac. Vous avez un esprit quand même assez large. Hein. Ils avaient inventé un essuie-glace ingénieux pour balayer la plus grande partie du pare-brise. La longueur de l'essuie-glace varie en fonction de sa course. Ouais. Ce qui fait que plutôt que de faire un tout petit cercle, l'essuie-glace couvre une plus grande partie parce qu'il s'allonge de 7 cm. Mercedes l'a repris plus tard sur ses véhicules plus modernes, mais l'essuie-glace était quand même très en avance. Ouais. Mais nous, là, 37, 38, 39, ça existait. Michelin a une expérience dans la construction aéronautique, puisque Michelin a produit des avions pendant la Première Guerre mondiale, et à cette époque-là, dans les années 30, Michelin produit des autorails. Donc de la construction à partir de matériaux nouveaux à l'époque, des métaux légers, l'aluminium, le duralumin, de la toile enduite, et cette expérience va être mise au service de la définition d'un véhicule automobile de type nouveau. Michelin a été un vrai précurseur dans des démarches marketing de fond. Et toutes les enquêtes qu'a organisées Michelin dans les années 20 puis les années 30 illustrent parfaitement ça. Mais Michelin aussi a beaucoup innové dans tout ce qui concerne le volet promotion du marketing, c'est-à-dire la communication. Bibendum est vraiment un atout pour l'entreprise extrêmement important. Le pneu est noir, Bibendum est blanc. Le pneu n'est pas quelque chose qui est sympathique pour les utilisateurs. Bibendum, lui, est très sympathique. Si on a donné à la 2 chevaux cette souplesse, cette rondeur de la 2 chevaux, peut-être que les gènes de Bibendum sont dedans. Les ingénieurs, que ce soit chez Michelin ou chez Citroën, ont beaucoup travaillé ensemble pour pouvoir tester ces prototypes. À chaque fois, Pierre Boulanger va se placer quelque part en gardien du temple pour s'assurer que l'esprit qui avait été fixé par Édouard Michelin est bien respecté et que les solutions techniques soient effectivement pratiques pour le client. Mon grand-père tenait à essayer tous les prototypes, d'abord pour vérifier que c'était confortable, vérifier la suspension, et suivait ça de très très près. Il avait ramené à ses fils à Paris, avenue Henri Martin, un moteur et une boîte de vitesse qu'ils ont démonté, parce qu'il fallait qu'ils sachent faire un peu de mécanique. Ils ont simplement oublié qu'il y avait de l'huile dedans. Et ma grand-mère m'avait raconté qu'elle n'avait pas tellement apprécié d'avoir de l'huile de vidange et de boîte de vitesse un petit peu noire dans son appartement de Paris. Ça faisait un petit peu désordre. Et donc cette suspension, il voulait l'essayer parce qu'il avait décidé que la voiture, après un KO, ne rebondirait pas plus de 2 fois. C'était un modèle extrêmement ingénieux qui est tiré de l'aviation. Leur grand-père ayant été aviateur tenait beaucoup à ces choses-là. De chaque côté, les roues avant et arrière interagissent l'une sur l'autre. Donc si vous regardez sous les 2 chevaux, vous avez ce qu'on appelle des pots de suspension. Et quand la roue avant monte, la roue arrière est plaquée sur le sol. Et à l'inverse aussi. Ce qui donne une impression que les voitures roulent dans les virages sur 2 roues. On a l'impression sur 2 roues, en fait, non.
pour lui, lors des essais, il ne fallait pas que son chapeau haute forme tombe lorsqu'il faisait l'essai d'un des prototypes. Et les essais d'ailleurs de cette voiture ont beaucoup eu lieu en Auvergne, dans des petits circuits un petit peu chamoteux, un peu de montagne, un peu de plaine, un peu de bonne route, un peu de mauvaise route, pour tester la suspension. Je peux être à la limite un peu malade dans une autre voiture beaucoup plus moderne que jamais j'éprouverais aucun malaise dans une 2 chevaux. C'est souple, c'est... Oui, on prend pas mal au dos. Hein. Non, on n'a pas mal au dos. Non, puis c'est le côté rigolo parce que quand on va se promener n'importe où, les gens qui croisent une 2 chevaux ont toujours un petit signe, des appels de phare. Nous, on en a toujours eu une. Moi, je fais de temps en temps le lavage extérieur et intérieur, c'est tout. Et je me plains quand elle ne roule pas. Marcel Michelin, qui était le fils d'un des frères fondateurs, donc le fils d'André Michelin, a beaucoup testé les prototypes de la TPV dans les environs, notamment dans une fameuse côte qui s'appelle la côte de la Baraque, qui est entre Clermont et Orsine. Orsine, c'est une petite ville dans la montagne. Et Marcel Michelin a écrit à Pierre Boulanger ses impressions sur les essais de la TPV dans cette fameuse côte. Le seul ennui est la manivelle. À froid, le moteur part vraiment bien. À chaud, il part au quart de tour à tout coup. Il part tellement bien que je me demandais si le truc de la ficelle enroulée sur une petite poulie ne serait pas applicable, avec même la possibilité de tirer la ficelle de la place du conducteur. Finalement, j'ai renoncé à me servir de la TPV tous les jours, car je ne passe pas assez inaperçu. On a cru à Clermont que j'essayais une nouvelle automitrailleuse. En 1937, Pierre Boulanger a fait acheter une propriété à la Ferté-Vidame. La Ferté-Vidame, c'est à l'ouest de Paris, à côté de Chartres, qui avait appartenu à Saint-Simon et à Louis-Philippe avant. Propriété de 800 hectares, qu'il a fait entourer d'un mur de 3 mètres de haut. Et il y avait une ancienne ferme, et il a fait dessiner une piste d'essai pour les 2 chevaux dedans, qui a servi pendant très très longtemps. La voiture était prévue sans chauffage. Un hiver, tellement ils avaient froid dans les voitures, ils s'étaient confectionnés en carton un chauffage en récupérant la chaleur du moteur, et en rentrant dans la Ferté, ils sont tombés sur M. Boulanger. On lui a montré ça, on dit c'est très bien, il fait chaud, ça coûte rien, on marche comme ça. Les études vont aboutir à un premier modèle qui a été réceptionné par le service des mines en 1939, qui est d'un aspect un petit peu particulier puisqu'il est très rustique. En revanche, on retrouve déjà un certain nombre de solutions très innovantes qui seront retenues ensuite sur la voiture de série. L'emploi de métaux légers, une toile de capote pour faire le toit qui est là encore simple, léger et économique. Et cette voiture aurait dû être présentée au Salon de l'Automobile en 1939, mais ce salon n'a pas lieu. Quand la guerre éclate, la production de la 2 chevaux qui venait tout juste de commencer est stoppée. Le projet est remisé et l'aventure aurait bien pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter sur la détermination d'un homme, Pierre Boulanger. Mon grand-père demandait que tous ces prototypes soient détruits pour pas que ça tombe dans les mains de l'Allemagne, qui avait tout à fait entendu parler de ça, notamment Ferdinand Porsche, qui lui venait de mettre au point sa Volkswagen. Et donc il a essayé de voir un petit peu, il est venu d'ailleurs plusieurs fois en 40 et en 41 à l'usine de Javel pour essayer de voir cette 2 chevaux et d'ailleurs même une fois en amenant un prototype de sa Volkswagen. Parce que l'idée de construire une petite voiture populaire, elle existe aussi chez d'autres constructeurs qui sont concurrents de Citroën. Mais Citroën a fait l'effort d'aller chercher des technologies très novatrices pour cette 2 chevaux. En tout cas, des solutions techniques beaucoup plus novatrices que ce qu'on pouvait trouver sur des voitures qui auraient pu être concurrentes à l'époque. Face à l'avancée des troupes allemandes, Citroën doit quitter Paris, où l'usine de Levallois a été partiellement détruite, pour se replier sur Niort. Toutes les chaînes de production sont réquisitionnées pour l'effort de guerre. Mais la 2 chevaux n'a pas dit son dernier mot. Elle entre en résistance. Les ingénieurs vont continuer à travailler sur ce projet-là.
de façon complètement clandestine, puisqu'il était interdit de travailler sur des projets de véhicules nouveaux à cette époque-là. Mais cette période-là va malgré tout permettre de continuer à mûrir le projet. Et Bertoni, qui était un admirateur des BMW, a insisté lourdement pour que Citroën s'inspire de ces moteurs flat twin, refroidissement par air. Qui est encore plus simple pour le client. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de radiateur d'eau, il n'y a pas de risque de gel l'hiver. C'est encore plus pratique et encore plus économique. Les premières 2 chevaux n'avaient pas de démarreur électrique. Et un jour d'essai, ça devait être en 48, les voitures évidemment tombaient en panne régulièrement calées. Et le grand-père, au bout de 20 ou 30 fois, attrape la première poignée qu'il voit sous la voiture, il tire et il arrache le frein à main évidemment. Donc ce jour-là, il dit pas de problème, on mettra un démarreur électrique. Quand j'étais jeune, j'avais une 2 chevaux. Et enfin, j'ai eu plusieurs 2 chevaux, même les unes à la suite des autres. Et puis après, j'ai roulé avec des voitures ordinaires. Et il y a 4 ans, dans le cadre de mon travail, j'ai voulu récupérer une 2 chevaux pour apprendre à des jeunes qui ont des troubles mentaux à aborder la mécanique de manière simple. Et la 2 chevaux me semblait un véhicule tout à fait adapté pour ce que je voulais proposer à ces jeunes-là. Et j'ai rencontré une personne qui avait 2 épaves et qui voulait reconstruire une voiture. Et donc on a construit la voiture blanche qui est ici, la 2 chevaux pick-up, sur 4 années scolaires avec des jeunes de l'IME Édouard Seguin à Pompignat et du centre médical infantile de Romagna. Et à raison d'une demi-journée par semaine, la voiture se construite. C'est un modèle unique, oui, tout à fait. Au sortir du chaos de la guerre, la France qui a retrouvé sa liberté se lance dans une recherche du bonheur en s'appuyant sur ses croyances les plus profondes, fraternité, égalité. La 2 chevaux en sera l'un des symboles, mais elle se fait attendre. La presse et le public s'impatientent. Il faut se remettre dans le contexte où les matières premières sont très difficiles à obtenir, où dans le cadre du plan Ponce, donc, qui a été élaboré par le gouvernement, chaque constructeur automobile devait se cantonner à la production d'un modèle particulier. Il n'était pas prévu que Citroën fasse une petite voiture. Le ministère de l'Industrie dédie Citroën à la fabrication de grosses voitures. Et puis d'autres entreprises, comme ce qui devient la Régie nationale, doit produire les petits véhicules. Et Boulanger se bat pour que la 2 chevaux puisse être fabriquée également. Avec l'automne, voici revenu le Salon de l'Automobile qui fête aujourd'hui son 50e anniversaire. Inauguré par le président de la République, qui marque ainsi l'intérêt qui s'attache à cette industrie, il proclame en ces temps de restriction le triomphe de la voiture économique. La 2 chevaux Citroën, traction avant, est dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation, après en avoir été le mystère. Avec ses 4 places, ses 4 à 5 litres au 100, ses 60 à l'heure. À l'apparition de la 2 chevaux en 48, c'est vrai que les réflexions, c'était qu'est-ce qu'elle est moche, où est-ce qu'est l'ouvre-boîte, puisque c'est vrai qu'avec cette bâche, ça donnait la vision d'une boîte de sardines. Est-ce qu'on livre l'ouvre-boîte qui va avec la voiture? C'est symptomatique de l'étonnement des gens qui découvrent la 2 chevaux en 48, parce que c'est plus un outil de mobilité réellement qu'une belle voiture. L'aspect est un petit peu étrange, la couleur paraît un petit peu triste, donc ça peut paraître surprenant d'avoir ce genre de véhicule de la part d'un grand constructeur comme Citroën. On avait l'habitude de voir des voitures qui étaient géométriques, pliées, carrées, alors que l'apparition de la 2 chevaux, c'est la première voiture avec des formes arrondies, et ça a été révolutionnaire. Oui, c'était folklorique parce que tout le monde se promenait autour de la 2 chevaux, essayait de la secouer pour voir qu'est-ce qu'était ce véhicule. C'était la grande surprise. Tout le monde a pu tester la suspension, remonter dedans, et tous les soirs, le personnel Citroën refaisait complètement la voiture. L'anecdote, c'est qu'en 1948, la 2 chevaux n'avait pas de moteur, c'était des parpaings qui faisaient office de poids. Parce que le démarreur n'était pas encore très au poids, le moteur pas encore au point non plus, il n'était pas très fixé sur la cylindrée. En 48, dans l'immédiate après-guerre,
Un constructeur automobile sort un véhicule tous les 5 ans. Donc l'attention apportée au projet devait être centrale, puisque la vie de l'usine de Levallois dépend de la 2 chevaux. Vers 14-15 ans, j'ai seriné mon père pour avoir une 2 chevaux jusqu'à ce qu'il craque. Il m'a dit ouais, bah écoute, y a pas de souci, mais tu choisis, c'est soit la mobilette, soit la 2 chevaux. Puis bon, je dis non, mais je veux une 2 chevaux. Donc j'ai jamais eu de mob, j'ai toujours eu mon vélo, mais j'ai eu ma Dush. J'ai restauré jusqu'à mes 18 ans, et puis ben voilà. C'est pas une voiture, c'est pas comme on vend une voiture, c'est pas un objet. Ça fait vraiment partie de la famille des fois, parce qu'il y a eu tellement d'histoires. Des fois les gens ils l'ont depuis 30, 40 ans. Alors ils se sont mariés avec, ils sont partis à tel endroit en France, puis ils ont eu un accident, puis ils ont eu machin, puis il y a des histoires à plus en finir, et j'ai vu des gens pleurer des fois. En 1949, soit 13 ans après le lancement du projet, la 2 chevaux est enfin prête à être commercialisée. Elle arrive à une époque où la pensée, les idées, les rêves avaient une place prépondérante. La 2 chevaux devient le symbole d'une grande victoire populaire. Dès l'instant où les gens, où les concessionnaires essayent la voiture, alors là on est extrêmement surpris, d'abord par le confort de la voiture, par les performances de la voiture, par les services rendus ou que peut rendre cette petite voiture, et par le coût d'utilisation, que ce soit le coût à l'achat ou le coût à l'usage de la voiture. Les commandes s'envolent, sans doute même au-delà de ce qu'avait pu imaginer Citroën. Pour qu'il y ait pratiquement d'un seul coup au salon, lorsqu'elle a été présentée, immédiatement pris 3 ans de délai, ça prouve l'engouement. Ça intéressait tout le monde. Toute la société était forcément concernée par cette voiture. Elle était économique, elle pouvait servir à tous les corps de métier. On enlevait les sièges arrière, ça devenait une moitié de camionnette. Quand on partait en camping, pique-niquer, on se servait du siège de la 2 chevaux comme siège de camping. On est heureux au volant, on est en vacances au volant. Et par rapport à toute la production moderne, c'est vrai que voilà, pas d'électronique, pas d'accessoires divers, que le plaisir de conduire, de se déplacer. Elle est vraiment dans son jus d'origine. Une 2 chevaux, si elle est trop belle, à mon avis, si c'est pour être aussi stressé de peur de l'abîmer qu'avec une automobile moderne qui t'a coûté cher et ainsi de suite, c'est plus pareil. Là, celle-ci, elle craint rien. C'est simple, c'est sans souci, ça marche. La 2 chevaux qui est annoncée à 185 000 anciens francs, donc on est à la moitié du prix d'une traction, ce qui la rend vraiment beaucoup plus accessible que la plupart des voitures diffusées à l'époque. Le problème, c'est pas tellement de la payer, le problème, c'était de se la faire livrer. En 1957, on ne faisait pas directement de bon de commande, parce qu'il y avait 3 ans de délai. Donc on prenait les inscriptions sur un cahier d'écolier, et au bout de 2 ans et demi, si la personne n'était pas morte, n'était pas décédée, on faisait remplir un bon de commande pour lui livrer sa 2 chevaux 6 mois plus tard. Il y a même des anecdotes qui disent que pour avoir une 2 chevaux, il fallait commander et le tube, le fourgon, là, le tube H, et la 2 chevaux. Comme ça, on était prioritaire. Étaient prioritaires les curés, les vétérinaires, les docteurs. Je crois que ça, c'est unique aussi dans les annales de l'automobile. Que les gens soient capables d'attendre 3 ans pour être livrés d'une 2 chevaux. À l'usine de Levallois en région parisienne, où la 2 chevaux est construite, la cadence de production va progressivement s'accélérer pour arriver à des délais de livraison plus raisonnables. Et là encore, la petite Citroën fait preuve d'innovation technologique et d'ingéniosité, puisqu'elle y est construite de A à Z avec, d'un côté, la chaîne de montage, et de l'autre des postes spécialisés, où sont réalisés les différents éléments. Ce qui est une véritable révolution. À 56 ans,
Il fallait absolument trouver une autre 2 chevaux, ça me travaillait depuis de nombreuses années et je voulais retrouver la voiture de ma jeunesse. Donc je trouve finalement celle-ci, un jour un copain qui me propose celle-ci, un vieux capot, mais bon un petit peu rare, donc c'est le Graal quoi. Pour un collectionneur de chevaux c'est le Graal, une 2 chevaux de type A. J'ai restauré entièrement, c'est très rare de trouver une 2 chevaux de ces années complète d'origine. Il faut savoir qu'elle était donnée pour 66 km/h celle-ci. À l'époque il n'y avait pas de clignotant, pas de stop, juste un feu à l'arrière, un éclaireur de plaque de police, c'est tout. Le trou pour la manivelle. Comme disent des petits, il y a un petit une fois qui a dit que c'était la clé pour remonter la voiture. Le sort frappe une nouvelle fois la petite Citroën. Un an seulement après sa commercialisation, Pierre Boulanger se tue au volant de sa voiture, à quelques kilomètres seulement du lieu où 2 membres de la famille Michelin avaient déjà trouvé la mort. Il ne connaîtra jamais le succès de la 2 chevaux. Quand le grand-père est mort le 11 novembre 50, on commençait à avoir des 2 chevaux plus facilement. Mais à l'époque, les chaînes n'en sortaient quand même pas beaucoup. Et c'était plutôt une centaine par jour ou 150 par jour. Et on est loin des rythmes suivants après. Pierre Boulanger, homme discret, est resté dans l'ombre. Et son nom aujourd'hui est finalement peu connu. Mais la commune de Landes où il avait choisi de s'installer rend hommage au père de la petite 2 chevaux qui a marqué tant de générations. Très vite, les heureux propriétaires de 2 chevaux ont éprouvé le besoin de se fédérer et de partager le bonheur de l'indépendance et des loisirs, enfin à la portée de tous. Déjà, on sentait l'envie de se regrouper par rapport à ce que la 2 chevaux laissait transpirer comme sentiment. Cette passion pour la 2 chevaux est née très tôt, la preuve. Notre club, le club des Amis de la 2 chevaux, qui est un club national, est né en 1980 à Landes. Il regroupe actuellement plus de 500 membres qui sont répartis sur toute la France. On a des membres en Belgique, en Italie, en Angleterre, en Suisse. C'est une grande famille, une grande famille. Il faut savoir que des pays comme la Belgique, des pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, ont des milliers de membres dans leur club. Des gens qui sont passionnés de 2 chevaux. Alors, il y a plusieurs sortes de 2 schistes. Il y a le 2 schiste, comment dirais-je, grégaire, celui qui n'est bien qu'en groupe, qui se déplace qu'en groupe ou en meute. Et il y a le solitaire aussi. Il y a le solitaire, celui qui ne se plaît avec sa voiture que seul. Il y a des gens qui sont au boulon près. Ils ne vont pas tolérer une pièce qui n'est pas d'origine. Et il y a également donc à l'opposé les fantaisistes, ceux qui sont capables, et c'est un sacré travail de leur part, de transformer une 2 chevaux en cabriolet, en break, en van. Il y a toutes sortes de ces gens-là qui font des choses assez souvent étonnantes, amusantes. Autrement, il y a les gens comme moi qui veillent à ce que la voiture soit le plus proche possible de son état d'origine, mais qui s'accordent des petites fantaisies à condition que ce soit amovible. Je vous présente Cosmotoche parce que ce sont des fleurs de cosmos et la couleur est assortie aux fleurs. Et comme j'aime beaucoup les chats, ben voilà, ils suivent toute la journée avec nous. Et c'est une belle histoire d'amour avec cette voiture. C'est quelqu'un qui me l'a restaurée, qui l'a toute refaite de pied en cap, boulons, vis, tout a été défait, remonté, repeint selon mes goûts, ce qui n'était pas évident pour la personne.
Puis même maintenant, voilà, c'est un petit bijou. J'en suis très très fière. Et puis elle donne le sourire aux gens, elle distribue du bonheur autour d'elle, les adultes, les gens, ça leur rend le sourire. Alors moi, ça m'en met plein le cœur aussi, donc je suis heureuse avec cette voiture. La 2 chevaux, initialement conçue pour de petits déplacements quotidiens, a pourtant su gravir les plus hauts sommets et traverser les déserts les plus arides. Elle est la première voiture à avoir insufflé le goût de l'aventure et de la découverte du monde à toute une génération de jeunes épris de liberté. Les solutions techniques retenues pour la 2 chevaux en font un engin extrêmement robuste et extrêmement fiable. Et du coup, certains parmi ses premiers utilisateurs n'ont pas hésité à partir très loin et même à partir autour du monde. Et même si elle n'avait pas été prévue pour ça au départ, elle a été capable d'emmener des explorateurs partout. 5 continents, 8 déserts, 50 pays, 250 km par jour, 350 nuits à la Belle Étoile, 2247 heures au volant de cette voiture et 100 000 km parcourus. Voilà le premier tour du monde d'une voiture française. Dans un voyage comme ça, ce qui compte le plus, c'est de ne pas avoir de panne. Et ce qui compte le plus, c'est de pouvoir pousser la voiture. Quand on a traversé la Cordillère des Andes, à l'époque il n'y avait pas de route, c'était une piste incroyable. Les derniers kilomètres, on les faisait en marche arrière, en ayant démonté les 4 portes et la malle arrière, en ayant tout enlevé de la voiture, parce que sinon elle ne montait pas. Et au bout de 200 ou 300 km dans le désert d'Akadam, qui est un désert terrible, c'est un désert de tôle ondulée. Bon, maintenant c'est goudronné, mais c'était terrible à passer. J'entends un bruit de crécelle, je soulève le moteur, plus d'huile dans le carter, complètement à sec. Et je m'aperçois que j'avais oublié de faire le plein d'huile, j'ai fait le plein d'essence, j'avais oublié de faire le plein d'huile, et surtout, j'avais oublié de faire le plein de la réserve. Donc, plus une goutte d'huile. Bon, c'était la nuit, donc on s'arrête, il faisait très très froid, on fait un feu, on fait chauffer des pierres. Et le matin, on était en train de prendre le thé, arrive un Chilien. Parce que dans tous les déserts, il y a des gens qui arrivent on ne sait d'où, qui sont là, bon, à pied, avec un sac sur le dos. On l'invite à prendre le thé, des petits gâteaux, etc. Bon, et on lui explique notre panne. Et lui, il rit, et il sort de sa besace des bananes, il épluche les bananes et il met les bananes dans le carter et puis il prend un petit morceau de chiffon et un caillou et il ferme, parce que le bouchon s'était envolé aussi, il ferme le bouchon et il dit vous pouvez y aller. Ça a marché parce que finalement c'est de la graisse. Elle ne dépassait pas le 50 km à l'heure, qui nous a créé un vrai problème, parce que quand on est arrivé aux États-Unis, notre rêve c'était d'aller sur une autoroute. Ça n'existait pas en Europe. Et donc on a pris la première autoroute qui se présentait. Et au bout de 10 minutes, on a été arrêté par les flics, mais en plus, déjà comme dans les films, placardé au mur, etc., comme si on avait... Moi j'ai cru qu'ils pensaient qu'on avait volé cette voiture qu'ils ne connaissaient pas. Pas du tout. Ils nous ont arrêtés pour délit de non-vitesse. Pas d'excès de vitesse, de non-vitesse. En 1973, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour participer au Raid Afrique. Pour ce faire, il fallait une 2 chevaux que j'avais, une 2 chevaux que j'ai préparée moi-même, parce que la préparation était soumise à un cahier des charges, notamment au niveau des renforts de suspension, de l'autonomie en ajoutant un réservoir supplémentaire de DS. On a eu 8000 km de piste, donc il fallait qu'elle puisse les faire. Alors nous sommes partis d'Abidjan en Côte d'Ivoire, puis le Niger, et partir d'Agadez, on s'est dirigé vers le désert du Ténéré. J'avais 23 ans, et c'est un souvenir qui me poursuit encore. Au fil du temps, la 2 chevaux va évoluer, mais elle conservera toujours ses rondeurs et sa forme générale, reconnaissables entre toutes, qui l'ont rendue si populaire et attachante. La 2 chevaux de base, c'est une 2 chevaux outil de travail. C'est rigoureux, c'est sobre, c'est austère. Et on a sorti une modèle luxe, au même moment où est sortie la malle de coffre. Donc c'est 56.
la deux chevaux a grandi, hein, elle a pris des moteurs un peu plus puissants, 54, le modèle AZ a pris du 12 chevaux, 425 cm3. Il a fallu attendre les années 70 pour se retrouver avec les 2 chevaux 6 comme on a ici, 2 chevaux 6, 602 cm3, et puis la 2 chevaux 4 avec ses 435 cm3. Depuis hier, ce véhicule soulève à Draguignan la plus légitime curiosité, et avouez qu'il y a de quoi. Il se présente sous le curieux aspect de 2 moitiés avant de 2 chevaux, soudées l'une à l'autre. Cette voiture possède ainsi une conduite à l'avant et à l'arrière, permettant de la piloter indifféremment dans les 2 sens. Tel est le rôle de ce véhicule qui est actuellement, mais oui, unique en France. À l'aube de son 40e anniversaire, la nouvelle de l'arrêt de la production de la 2 chevaux en France consterne absolument tout le monde. Au fur et à mesure, la voiture a dû s'adapter à l'évolution des normes et des règlements. Mais il arrive un moment donné où elle ne répond plus aux contraintes réglementaires, et en particulier celle de garantie. Et donc voilà, Citroën décide d'arrêter la 2 chevaux en 88. Papa voulait absolument avoir la dernière 2 chevaux française et il voulait une Charleston. Donc il a commandé longtemps avant, une Charleston rouge de l'âge et noire. Cette 2 chevaux, à son décès, je l'ai récupérée, donc je roule avec. Elle est sortie le 29 février 88, donc c'est la dernière Charleston française. L'arrêt de la production de la 2 chevaux se fait en plusieurs phases. D'abord, Citroën a essayé de remplacer la 2 chevaux. La Diane, dessinée par l'équipe d'Emperor en 67, est un essai de remplacement de la 2 chevaux. Mais la 2 chevaux survit à la Diane. Donc le remplacement de la 2 chevaux n'est pas chose aussi aisée que ça. La première étape va être la fermeture de l'usine de Levallois en 88, où étaient fabriqués les 2 chevaux depuis 48. La production est transférée à Mangualde, au Portugal, où elle durera jusqu'à fin juillet 90. On était monté manifester à Paris contre l'arrêt de la 2 chevaux. Ils nous ont dit que la 2 chevaux était plus dans les règles, donc on a abandonné cette idée. La 2 chevaux signature, c'est la demande des clubs à Citroën de ne pas arrêter la 2 chevaux, de continuer la production. La production de la 2 chevaux s'arrête effectivement, mais s'arrête sur un succès. Elle a été produite pendant plus de 40 ans, et donc du coup ça valide complètement l'intuition de départ des frères Michelin, l'exigence du cahier des charges de cette TPV, et avec même quelque chose d'inattendu, parce qu'on aboutit à quelque chose qui sur le plan technologique est extrêmement efficace, mais qui en plus est très ludique, très amusant à conduire. Mon papa était le directeur de la fabrication des 2 chevaux au Portugal. Et le vice-directeur, M. Sebastião, a demandé à mon papa si une 2 chevaux, ça l'intéressait. Et mon père a dit, oh, bah, tu sais, moi les 2 chevaux, j'en ai fait au Portugal, j'en ai fait au Chili. Et moi les 2 chevaux, non, ça ne m'intéresse pas. Et donc pendant sa petite sieste réparatrice après le dîner, mon papa, en revenant de l'usine, a dit, bah oui, d'accord, j'en achète une. Mais alors, si j'en achète une, autant que ce soit la dernière. Et c'est pour ça que la dernière 2 chevaux était réservée à monsieur, mon père. Elle est sortie donc le 27 juillet 1990 sur les chaînes de montage de Mangualde au Portugal. Elle a donc des petits embouts de pare-choc pour éviter que les piétons ne se griffent le long du pare-choc. Ça, c'était à la demande de l'Allemagne. Elle a un intérieur tout à fait particulier.
ce qu'on appelle l'intérieur Nazaré, donc qui est un petit village de pêcheurs du nord du Portugal. Elle a un petit appel de phare aussi. Elle a à l'arrière un feu de recul et un feu anti-brouillard. Et donc elle a cette fameuse aussi porte de malle qui s'ouvre en beaucoup plus haut que les 2 chevaux normales. Donc, on remet tout ça. Et voilà. En 1994, à l'occasion d'une vaste opération de nettoyage pour débarrasser le site d'anciennes pièces de carrosserie, les salariés de la Ferté-Vidame font une incroyable découverte. On est arrivé sous les toits, sous des bâches pleines de poussière. Et ben on a vu déjà les formes, les formes de ces 2 chevaux. Ouais. Alors on est resté un petit peu estomaqué, on s'est regardé. Et puis on lui a dit mais c'est pas des éléments de carrosserie, c'est des voitures pratiquement complètes, quoi. Probablement cachés là pour échapper au regard des Allemands, ces 3 prototypes d'avant-guerre quasiment intacts sont les témoins exceptionnels du travail de recherche des ingénieurs qui ont travaillé sur le projet de la TPV. D'après les anciens, ils les auraient encordés, passer des cordes pour pouvoir les suspendre. Et après, le plancher aurait été fait par la suite, enfin tout de suite derrière. Et puis ces voitures un petit peu oubliées dans ce fameux grenier. Donc il y en a un qui fait partie des 200 exemplaires qui étaient prêts à sortir. La conception de la 2 chevaux, sur sa plateforme, elle permet beaucoup de dérivés. Et si la famille des bicylindres Citroën est si riche, c'est du fait de cette plateforme, qui accueille bien sûr la 2 chevaux, la 2 chevaux camionnette, la Mi 6 en 61. Au total, c'est 10 millions de dérivés de la 2 chevaux, c'est énorme. Un véhicule sur 5 de la production de Citroën est un dérivé de la 2 chevaux. Construite avec l'ensemble des dérivés à 6 990 000 exemplaires sur 4 continents, dans 18 ou 19 pays. Pour un loupé, c'est quand même pas mal. Aujourd'hui encore, la 2 chevaux rassemble chaque année de nombreux inconditionnels, toutes générations confondues. Bien plus qu'une voiture, la 2 chevaux, mélange d'ingéniosité et de popularité, unique dans l'histoire automobile, restera à jamais le symbole d'un certain art de vivre. Rencontre nationale tous les ans, rencontre mondiale toutes les années impaires, 7000 véhicules. Ça représente du monde, ça représente des voitures, ça représente des gens, ça représente un grand moment de bonheur. J'ai pas mal de 2 chevaux, j'en ai, presque une vingtaine. Je les appelle ma 2 chevaux spot, ma 2 chevaux Charleston, ma 2 chevaux spécial, ma 2 chevaux faite pour faire du raid, ma 2 chevaux camionnette qui me sert à me balader, à camper, à ménager en camping-car. Et mes 2 chevaux anciennes, ma 57, ma 60, ma 59, ma 51, mon Azam, etc. Donc c'est une passion aussi, je les aime toutes. Je fais partie du 2 chevaux club Dauphiné-Vivarais. Je suis dans ce club responsable depuis 2009 de ces courses de casse-culbuteurs. Donc en ce moment, on va réaliser le championnat de France de Saint-Lizier. Un cache-culbuteur. En fait, c'est une pièce d'un moteur de 2 chevaux qui se trouve à la protection des culbuteurs de la voiture. Et l'objet de ces petits bolides, comme on appelle, c'est de monter un cache-culbuteur sur 4 roues avec un certain règlement qui dit que ça ne doit pas dépasser 700 mm de long, 200 mm de large, ça doit peser moins de 4,5 kg. C'est vraiment un délire de schiste, c'est un amusement de gamin, mais qui a pris pour les clubs de 2 chevaux.
1. Michelin ouvre ce dossier de voiture idéale. Je pense que le terme n'est pas usurpé. On aurait peut-être pu dire aussi voiture universelle. Et finalement, ce qui avait été défini en 1930 par Michelin comme étant la voiture idéale, peut-être qu'elle l'est toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de marketing, d'innovation frugale. L'innovation frugale, ça veut dire utiliser le moins de matières première possible, utiliser le moins d'énergie possible, trouver des solutions qui sont en parfaite adéquation avec les besoins des clients, les besoins des utilisateurs. Et la 2 chevaux a totalement exprimé ces valeurs-là, et la 2 chevaux représente vraiment une démarque marketing complètement d'avant-garde, et c'est pourquoi aujourd'hui elle reste tout à fait moderne, et ça reste un art de vivre pour tous les gens qui en sont passionnés. Ils adorent leurs 2 chevaux et ils continuent à adorer leurs 2 chevaux.